Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le ministre des Affaires étrangères du Togo revendique le droit de l'Afrique au libre arbitre et prône une diplomatie de non-alignement. À la tribune des Nations Unies, Robert Dussé a condamné la volonté des grandes puissances à vouloir réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale. Le continent africain où une révolution de l'industrie agroalimentaire s'opère. On observe en effet une augmentation des levées de fonds des startups agri-food-tech avec une croissance de 250% enregistrée entre 2020 et 2021. Et puis direction le Bénin où la pièce hommage au nègre de la chorégraphe et chercheuse américaine Caleb Doden est actuellement en représentation au centre de l'Obuzompa. À travers cette œuvre, Caleb Doden renoue avec la terre de ses ancêtres déportés du Bénin. Le ministre des Affaires étrangères togolais souhaite que l'Afrique tout entière puisse prendre son destin en main. À la tribune des Nations Unies, il a en effet déploré le fait que dans leur vision de l'Afrique, plusieurs États perçoivent encore le continent comme leur zone d'influence. Le diplomate Robert Dussé a saisi l'opportunité du débat général de la 77e Assemblée générale de l'ONU pour dénoncer l'instrumentalisation des États africains au profit des causes de quelques puissances, une situation qui ne correspond pas selon lui aux aspirations des nations en ce 21e siècle. Eugène Schéma. La condamnation de la Russie par l'OTAN, alliance des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, vis-à-vis des opérations militaires lancées en Ukraine et le désir de voir l'Afrique soutenir la position de l'Occident dans ce conflit, ou encore le soutien sollicité par la Russie a mis en exergue une fois de plus les batailles d'influence entre les grandes puissances dans leurs relations avec les autres États. En Afrique, ces démarches ne sont plus au goût de certains dirigeants. À la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Togo a profité de son tour de parole pour dénoncer l'instrumentalisation de l'Afrique. Les pays africains, où l'Afrique en général ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances quelles qu'elles soient. Il y a un défi de changement de mentalité et de comportement chez nos partenaires qui viennent chacun, sans exception, en Afrique avec des agendas tout dictés par leurs propres intérêts. À la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, 52 des 54 États africains reconnus à l'ONU n'étaient pas encore indépendants. Un consensus des chefs d'État africains s'est dégagé depuis plusieurs années auprès de l'Union africaine pour réclamer la présence d'au moins 2 États africains parmi les membres du Conseil de sécurité. L'Afrique a pour le moment 2 places parmi les membres non permanents, le Conseil étant dirigé régulièrement par 5 États, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Une situation délibérée selon le chef de la diplomatie togolaise. Il s'efforce le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif et in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Nos alliés ne peuvent pas à chaque fois attendre du soutien inconditionnel du continent. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts bien compris. Avec 18% de la population mondiale et représentant 28% de l'ensemble des pays membres de l'ONU, l'Afrique, à travers ses dirigeants, continue de défendre une meilleure place du continent dans le concert des nations. Les enjeux actuels comme les enjeux climatiques représentant selon elle des menaces mondiales. Autre discours fort tenu à la tribune de l'ONU le week-end dernier, celui du Premier ministre par intérim malien. Samedi dernier, Abdoulaye Maïga a livré une allocution cinglante en s'insurgeant contre les récentes sorties médiatiques de certains chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Il a également indexé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'était exprimé en faveur de la libération des 49 soldats ivoiriens détenus, selon lui, illégalement au Mali. Des propos repris par certains dirigeants de la CEDEAO, notamment le président en exercice Umaro Sissoko Embalo et le président du Niger Mohamed Bazoum. Joël Balo. Si observer est une qualité, savoir se taire
préserve de la calamité. Une citation de l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ, reprise par le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien par intérim à la 77e Assemblée générale des Nations unies. Par sa prise de parole, le chef du gouvernement malien dénonce l'attitude qu'il qualifie de mimétisme de plusieurs dirigeants de la CEDEAO qui ont pris fait et cause pour la Côte d'Ivoire après la sortie de l'ONU dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens inculpés par la justice malienne pour tentative de déstabilisation de la transition. Nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali. Et loin d'être impressionné par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. Tout en réitérant la ferme détermination du peuple malien à se détacher de son passé colonial, le Premier ministre Abdoulaye Maïga accuse la France d'avoir violé son espace aérien plus d'une 50aine de fois. De ce fait, il invite le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, à donner de la voix au Conseil de sécurité afin que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée au Mali. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Tout en saluant la coopération avec la Russie, le peuple malien, par la voix de son Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, se dit déterminé à prendre son destin en main. Aussi, il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, crédibles et transparentes. Après 15 jours de débrayage, la grève des magistrats se durcit au Tchad. En protestation contre l'indifférence du gouvernement face à leurs revendications, le syndicat des magistrats du Tchad et le syndicat autonome des magistrats du Tchad ont entamé une grève sèche et illimitée ce lundi 26 septembre. Les revendications des magistrats tchadiens restent les mêmes, à savoir la revalorisation de leur salaire et la dotation de compléments d'armes aux magistrats. Pour rappel, ces derniers avaient entamé une première grève le 21 mars sur l'ensemble du territoire national suite à l'agression physique de magistrats exerçant à Mao, chef-lieu de la province de Kanem, ainsi que la destruction du véhicule du tribunal et l'attaque perpétrée contre le palais de justice de la ville de Mao. En avril, le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, avait alors promis, entre autres, la dotation de tous les magistrats en armes de poing et le déploiement des agents de sécurité en nombre suffisant dans toutes les juridictions du pays et leur prise en charge. Crise de l'électricité en Afrique du Sud, la situation s'est aggravée et aucune amélioration de celle-ci est en vue selon les autorités. Au vu des performances incertaines du parc de centrales électriques à charbon de l'entreprise publique Eskom, lundi 26 septembre, le président Cyril Ramaphosa a appelé ses compatriotes à utiliser l'électricité avec parcimonie. Eskom a d'ailleurs lancé une campagne pour apprendre aux populations quelques astuces. La première puissance industrielle du continent est affectée par de nouvelles coupures drastiques, le réseau national étant incapable de produire suffisamment d'énergie après des années de mauvaise gestion et de corruption. Les particuliers comme les entreprises doivent faire face à plusieurs coupures de plusieurs heures chaque jour depuis près de 2 semaines déjà. Ce système de délestage est appliqué depuis une quinzaine d'années. À noter que l'Afrique du Sud tire 80% de son électricité du charbon, créant une grave pollution dénoncée par les défenseurs de l'environnement. L'écosystème de l'agrobusiness africain a enregistré une forte croissance ces dernières années. En 2021, par exemple, les levées de fonds des startups opérant dans le domaine de l'agri-food tech se sont établies à 482,3 millions de dollars contre 185 millions en 2020, soit une progression de 250% selon un récent rapport. Des levées de fonds encourageantes, mais qui, selon certains experts, se concentrent encore sur une poignée de pays. Ameneji.
Selon le rapport Africa Agri-Food Tech Investment Report 2022 publié le 20 septembre, les levées de fonds des startups de l'agroalimentaire ont bondi de 250% sur une période d'1 an. Elles sont passées de 185 millions de dollars à 482,3 millions de dollars en 2021, équivalent à une croissance de 250%. En fait, ce qui pourrait justifier cette performance, c'est que le secteur des startups food tech connaît une évolution extrêmement importante depuis 2014, et dans certains pays, vous avez des grands groupes alimentaires qui quasiment investissent vers ces startups qui, de la production au consommateur, innovent sur les produits, innovent sur la distribution, le marché, le modèle économique, et certains disent même qu'ils sont en mesure de perturber les acteurs établis. Il faut savoir qu'ils introduisent des nouvelles technologies dans la manière de produire des aliments, dans la manière de les protéger, dans la manière de les empaqueter, dans la manière de les livrer. Le montant record enregistré durant l'année écoulée porte à 1,1 milliard de dollars le total des levées de fonds réalisées par les industries agroalimentaires sur le continent depuis 2017. Sur cette performance, 119 agritech et foodtech ont levé des fonds durant l'année écoulée, mais seulement 3 pays africains ont cumulé 87,6% de ces opérations, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Tout simplement parce que, par exemple, si vous prenez les pays d'Afrique de l'Est, le secteur agricole est extrêmement développé. Je veux parler du Kenya, par exemple, et vous avez dans ces pays en Afrique de l'Ouest des écosystèmes de start-up et de fonds consacrés à l'innovation. Ils ont déjà une longueur d'avance sur beaucoup d'autres pays africains. Donc, en fait, c'est l'antériorité du développement d'un écosystème de start-up et aussi le fait que le secteur agricole est très développé qui justifie le fait que, effectivement, on ne parle que du Nigeria, on parle de l'Égypte, mais surtout, on parle du Kenya dans le monde de la start-up agrobusiness. Selon le rapport, le nombre annuel des tours de table lancés par les startups agri-food tech africaines n'a cessé de croître au fil des années, passant de 51 en 2017 à 99 en 2020, puis à 150 en 2021. Rencontre à présent avec Caleb Dowden à travers son spectacle, une pièce chorégraphique intitulée Hommage aux nègres. La chorégraphe et chercheuse américaine de la Nouvelle-Orléans se connecte avec la terre de ses ancêtres déportés du Bénin. Découverte dans ce reportage signé Leftiono. Je suis américaine, je suis béninoise, s'exclame Caleb Dowden, chorégraphe afro-américaine à travers son spectacle intitulé Hommage aux nègres à l'espace Le Centre de Lobozumpa. La pièce de danse chorégraphique Hommage aux nègres de la danseuse professionnelle Caleb Dowden constitue une plateforme éducative. Elle vise à transmettre aux spectateurs des émotions relatives aux réalités des Noirs américains vivant aux États-Unis et des esclaves déportés dans la traite transatlantique. Il s'agit d'un tableau artistique de danse qui fait honneur à la mémoire de ses ancêtres déportés du Bénin. Dans un décor atypique, la jeune danseuse performeuse Caleb Dowden a esquissé plusieurs styles de danse traditionnelle américaine et contemporaine. The piece is also an educational playground for Béninois people to understand what happened to my ancestors and my people once we were taken from this coast. A lot of it. La pièce de danse chorégraphique Hommage aux nègres est accompagnée d'une installation vidéo et de sculptures assise sur la perspective d'Hommage aux nègres. Une création artistique née de la collaboration entre Guindo Aruna et Caleb Dowden. Les deux artistes chorégraphes développent des approches sur la décolonisation du corps noir. Elle m'a demandé de créer une collection de sculptures qui représente un peu l'hommage aux nègres. Donc ma perspective de ce qu'est Hommage aux nègres et aussi ma perspective de ce qu'est les États-Unis d'Amérique. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter un peu avec les sculptures que j'ai pu créer. A noter que Caleb Dowden a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 15 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat en danse à l'Université d'État de New York à Purchase, elle a fondé la Down Dance Company, une compagnie de danse afro-américaine pour éduquer la jeunesse afro-américaine et placer l'histoire des Noirs sur la scène culturelle. En 2021, la promotrice du Binge Dance Festival, Caleb Dowden, a reçu la prestigieuse bourse Fulbright dans les arts créatifs et le spectacle pour mener des recherches au Bénin et en Afrique de l'Ouest.
L'actualité sportive à présent avec la Tunisie qui poursuit sa préparation pour le prochain mondial au Qatar. Dans le cadre de cette préparation, les Aigles de Carthage affrontent la Seleção du Brésil, leur dernier match de préparation qui se joue ce mardi 27 septembre au Parc des Princes à Paris. José Douglas nous parle de l'avant-match et des autres affiches du jour. En banlieue parisienne, ils étaient une bonne quarantaine de supporters pour accueillir les joueurs. Lors d'une séance d'entraînement ce dimanche 25 septembre, les Aigles de Carthage ne se sont pas sentis seuls. On a confiance en Jalel Kadri, comme on avait confiance en Monder Kbayer. Il a tout le peuple tunisien derrière lui, de la Tunisie jusqu'en France, partout dans le monde. Moi j'en connais plein, je connais Khazri, Saekni. Seul joueur absent pour l'instant, c'est le capitaine Youssef Zakni, qui a été victime d'une rupture des ligaments et qui devrait retrouver le terrain pour la Coupe du Monde. Mais la Tunisie compte sur d'autres joueurs comme Elias Jishkiri, qui évolue à Cologne en Allemagne, ou encore Wabi Kazri à Montpellier, l'un des cadres de cette équipe. C'est difficile, mais c'était aussi un bon test contre les Comores. Maintenant, on a un très bon match à jouer contre le Brésil. Donc, on est excité, mais on sait que forcément, ça sera très difficile. C'est un bon match à jouer, un beau stade, une belle pelouse, une belle équipe. Donc, il y a tout qui est rassemblé pour que ce soit un beau match. Ça nous prépare bien pour la Coupe du Monde. L'entraînement s'est déroulé devant quelques journalistes, mais les nombreux supporters qui s'étaient déplacés n'ont pas eu accès dans l'enceinte. Une préparation quasiment à huis clos pour affronter le Brésil ce mardi 27 septembre au Parc des Princes et sous les ordres du nouvel entraîneur Jalel Kadri et son adjoint Ali Boumnigel, l'ancien gardien de la sélection. On a eu l'occasion de tester pas mal de choses, notamment les nouveaux joueurs. Là, pour le match du Brésil, c'est encore un test assez important. C'est des matchs de référence pour nous, pour essayer justement de se projeter pour la Coupe du Monde. On va essayer de voir comment on peut s'étalonner au niveau de ces équipes qui ont des individualités au top. Un match qui devrait normalement se jouer à guichet fermé. Il faut avouer que les supporters tunisiens seront derrière leur équipe ce mardi soir pour tenter de faire plier les Brésiliens. Tâche qui s'annonce quand même compliquée. Enfin, parmi les autres rencontres, nous avons Corée du Sud, Cameroun, Afrique du Sud, Botswana, Iran, Sénégal, Libye, Tanzanie, Nicaragua contre le Ghana, Égypte, Libéria, Côte d'Ivoire contre la Guinée, Paraguay, Maroc et enfin Algérie contre le Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.